lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Bonjour, bienvenue sur Gabon numéro 1. Le premier numéro de Notes d'Histoire sera consacré à l'indépendance du Gabon. Note d'histoire, le 17 août 1960 le Gabon accède à son indépendance, octroyée. 17 août 1960, Mémorial du Gabon. Je m'appelle Priscilla Muzunda. Oui, le 17 août 1960. Proclamation de l'indépendance du Gabon. Après avoir fait partie de la Fédération de l'Afrique équatoriale française, AEF, de 1910 à 1958, le Gabon proclame son indépendance le 17 août 1960. Il s'agit de la 8e colonie française à suivre cette voie depuis le début du mois d'août 1960. Note d'histoire ouvre ses colonnes à Sampérod Mba Alogo, créateur de Notes d'histoire du Gabon, sur Facebook et du blog Mémoire Sauve Gabon. Pour des chroniques historiques du Gabon, il revient sur l'histoire tumultueuse qui a conduit à ce 17 août 1960. Le 17 août 1960, à minuit, sur Radio Gabon résonnent les mots les plus attendus par un peuple soumis à la colonisation depuis plus d'un siècle. Léon Gabriel Mba Minko lance d'une voix grave sur un rythme lent cette phrase devenue célèbre, en invoquant Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise, déclarait-il. Cette fois le Gabon est indépendant. Pourtant l'histoire de ce 17 août commence au lendemain même de la signature du traité entre le dénommé Roi Denis, chef de terre du clan Asiga dont le nom véritable est Antchivé Kowera Ponchombo, et le commandant de vaisseau français Bouéoué Lomé le 9 février 1839. Le roi cède alors à la France des terres pour que celle-ci, via le ministère de la Marine, installe un comptoir. Mais très rapidement, des voix s'élèvent pour dénoncer l'accord signé. C'est dans cette dénonciation et le mécontentement qui s'ensuit qu'il nous faut trouver les premiers bégaiements de la longue résistance du peuple gabonais face à l'occupation étrangère. Il faut attendre longtemps pour voir émerger un véritable mouvement étendu, non pas au seul village des chefs résistants, mais à l'ensemble des clans et des régions. À partir de 1886, Assangfa, de son vrai nom Eman Toll, né vers 1846 à Ségué, près de Ndjolé décide de s'opposer au diktat français. Il finit par se faire prendre et envoyer en 1902 au bagne de Grand Bassam où il va mourir en 1912. Au lendemain de sa reddition, une autre révolte fait son apparition en 1903. C'est en pays Tsogo chez le chef de terre Mbonwe à Niangue qui, 5 ans durant, tient face à l'armada française. Il est ensuite arrêté le 30 juin 1908 avant de mourir à la prison de Mouila le 27 août de la même année. Dans le sud toujours, plutôt du côté de Moabi, Nyonda Makita a pris la mesure de l'oppression française. Pendant que Mbombé met en déroute les milices françaises en pays Tsogo, le pays punu décide, dès 1906 de se rebeller. En août 1909, Mavurulu se rend. Comme avant lui Eman Toll. Les Français ont une tactique imparable, ils font arrêter les proches des leaders pour que ceux-ci se rendent au risque de les voir être exécutés. Wogo est victime de la même stratégie en 1929 lorsque son neveu Lessibi est arrêté par les miliciens français. Alors que Wogo est introuvable et continue de massacrer dans les rangs français, Lessibi est pris. Il lance alors, à Tonton, c'est toi qui as commencé la guerre et c'est moi qu'on va tuer maintenant. Ayant entendu cette lamentation, Wogo apparaît soudain et se rend. Il est conduit en Ubangi-Chari mais il meurt sur le chemin. Comme le mouvement de Wogo, le mouvement de Benzima qui est sans doute le mieux organisé de tous, comptant jusqu'à 10 000 hommes entre Wayem et Ebel Abanga, a réussi l'exploit d'associer les chefs de plusieurs clans au-delà de la seule région des Wayem. Mené par les chefs de terre Ovon Mintsa du clan Nkojin et Eko Madza du clan Ozip, le mouvement est apparu vers 1907 pour s'éteindre progressivement à partir de 1909.
C'est en 1916 que la lutte non armée prend forme avec la naissance de la section gabonaise de la Ligue internationale des droits de l'homme dirigée par un certain Jean-Baptiste Ndang et en 1919 l'ITRE Association de la jeunesse gabonaise, AJG, de Laurent Sirantchouoé, Louis Bigman, Ntutu Mossamé et autres Ignace Bekal voit le jour. Cette AJG est d'autant plus écoutée qu'elle possède à partir de 1922 un journal anticolonial dénommé « Éco-Gabonais » et qui va attirer les futurs leaders comme Michel Fanguinoveni, Joseph Reding, Samuel Akiremi et Léon Mba. En 1945, l'avènement de la Hiver République consacre la création de l'Union française qui donne le droit aux colonisés de créer des associations, de s'exprimer et de voter leurs propres représentants. C'est ainsi qu'en 1945 naît le premier parti politique gabonais dénommé Parti démocrate africain, PDA, qui est à l'œuvre d'Émilie Sambé qui copte Paul Gondjou à Port-Gentil où ce dernier est surnommé « la main noire » pour ses actions commanditées contre les intérêts français. Les Gabonais vont alors aux urnes pour élire Obama à l'Assemblée nationale en 1946 puis portent, par suffrage indirect, Mathurin Anguilly au Sénat en 1947 tandis que Souzat est envoyé à l'Assemblée de l'Union française. Les Gabonais s'accommodent aux joutes électorales. L'UDSG de Jean Hilaire Obama prend une grande ascension. Léon Mba y milite un temps avant de créer son CMG et de s'unir ensuite à Gondjou pour faire naître le BDG qui, au fil des ans, va devenir le premier parti du pays par le fait de pratiques pas très démocratiques mais assumées par Gondjou. En 1957, le Gabon se dote sa première représentation nationale. C'est l'Assemblée territoriale qui est majoritairement BDG et qui va voter le premier gouvernement. En 1958, un référendum est organisé. Le Pinga récemment créé par Souzat et Boucavel, deux anciens lieutenants d'Obama, dit non à la communauté française qui met entre parenthèses l'idée de l'indépendance immédiate. Comme le Pinga, parti de l'unité nationale gabonaise, le mouvement gabonais d'action populaire, MGAP, créé par des étudiants anticolonialistes et basé en Europe dit non. Pour l'histoire, ce « non » largement voté dans la Nyanga et Elogowé Ivindo va être considéré comme un véritable affront de Souzat et Boucavel et des jeunes étudiants qui vont se voir être introduits dans la fameuse liste des « anti-français ». Les deux premiers seront matraqués ouvertement, Souzat est privé de ses droits civiques et mourra dans l'anonymat en 1969 et Boucavel doit fuir le Gabon avant de revenir sous la médiation d'Houphouët-Boigny, alors que plusieurs étudiants vont se voir couper la bourse. Éloi Chambrier, Émile Cassa et Paul Malécou, plus tard en feront les faits. Malgré le « non » de quelques 15 000 Gabonais, le « oui » prôné par le couple UDSG-BDG l'emporte par 92,6%. Le Gabon n'a pas l'indépendance dans l'immédiat comme cela est arrivé en Guinée. Le 28 novembre 1958, le Gabon est une république. L'Assemblée territoriale se mue en Assemblée législative et légifère dès lors dans tous les domaines situés hors des compétences de la communauté. L'année 1960 marque le tournant. La France octroie l'indépendance à ses colonies. D'abord du côté de l'AOF, puis du côté de l'AF. Même si les soupçons d'une mainmise française sur les dirigeants, l'armée et les richesses du pays sont perceptibles, tout le monde se réjouit du pas que va franchir ce pays qui s'est constitué au fil des décennies depuis 1839. Le 20 mai 1960, l'Assemblée législative donne mandat au gouvernement dirigé par Léon maîtrisant administration des affaires de négocier l'indépendance. Début juillet, les délégués choisis pour participer aux négociations se rendent peu à peu à Paris. Les discussions entamées s'affinent à partir du 14 juillet. Le 15 juillet, tout est prêt. Il faut signer. Ce que chaque parti fait sans se faire prier. Michel Debré pour la France et Léon Mba pour le Gabon. Il ne reste que le cérémonial. Le 22 juillet, la délégation est de retour au pays. Le 16 août 1960, André Malraux, ministre d'État français, arrive à Libreville. Rapidement les événements s'enchaînent. À l'ancien palais du gouverneur, André Malraux et Léon Mba signent les procès-verbaux fixant les termes de transfert de compétences.
Malraux déclare que le Gabon le sache bien. La France demeure à ses côtés. Elle le sait d'ailleurs qu'elle peut compter sur lui comme elle y comptait hier. À 23h, les acteurs se retrouvent au siège de l'Assemblée. Là, c'est Paul Gondjou qui ouvre le bal des discours, en décidant de mettre un terme à la colonisation. La France a une fois de plus prouvé à la face du monde qu'elle demeurait fidèle à sa devise. À minuit, la concorde résonne et le drapeau gabonais monte. Léon Mba prend enfin la parole et déclare solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Il est à peu près 00h15. L'image que j'ai des Français est celle d'un peuple arrogant, même si je n'y suis jamais allé. C'est l'image que j'en ai à cause de la télévision et de ce qu'on en dit. Les Français sont très organisés et respectés. Ils sont conscients de leurs droits et ils savent quoi revendiquer. J'aime vraiment ça, cette relation entre le gouvernement et ses citoyens. Ils fument beaucoup trop et ils peuvent être, ils peuvent être arrogants un peu. En revanche, ils ont un goût vestimentaire original. J'étais élevé au principe français, aux fraternité, égalité, à la révolution. C'est ça pour moi l'identité française. Les gens sont adorables. Ils ont un grand sens de l'humour et ils ont l'air très détendus. C'est intéressant de voir que la France se penche sur des questions raciales, alors qu'aux États-Unis, cela fait des générations qu'on a réglé cette question. On n'associe pas l'identité ethnique à l'identité nationale. Tout le monde est américain. Tant que vous êtes né aux États-Unis, vous êtes américain. Et ceci n'est pas remis en cause. Bonjour. Le nouveau directeur de Gabon Télévision est un ancien de la maison. Il revient 10 ans après avoir occupé de hautes fonctions à la présidence de la République. Son portrait avec Alidi Mouele et Thierry Mandaka. Né un 20 janvier 1964 au village Ngangasi par Oyem, Sébastien Toutumbekal a fait ses études primaires et secondaires chez les missionnaires catholiques d'Oyem, puis au lycée d'État de l'Estuaire pour se retrouver ensuite au lycée Dieu d'Abani et enfin au lycée d'État de Tibanga. Un parcours sanctionné par un CEP, un BPC, un bac série A4. Diplômé de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire, il a ensuite affecté tour à tour à Radio Gabon, chaîne nationale, puis dans les stations provinciales d'Oyem, Makokou et Tibanga, où il se retrouve ensuite à la rédaction de la première chaîne de télévision nationale. Secrétaire de rédaction dans la même chaîne, chargé d'études au ministère de l'Éducation nationale, coordinateur de la communicative, conseiller communication du ministre de la Défense, président de la République et enfin directeur général de la presse présidentielle de la communication et des relations publiques, poste qui l'occupe jusqu'à cette nouvelle nomination. Sébastien Toutumbekal a eu à pratiquer plusieurs stages dans le domaine des stratégies de la communication, de défense et de la communication de crise en France, en Inde et en Turquie. Le nouveau directeur général est détenteur de plusieurs médailles de reconnaissance de la garde républicaine des forces armées gabonaises. Il a été fait officier de l'ordre de la Panthère, étoile équatoriale et enfin de l'ordre du mérite gabonais. Le nouveau directeur général de Gabon Télévision est de nombreuses familles. Joshua aussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes 9 candidats à cette élection. Pourquoi pensez-vous être le mieux placé ? Je suis issu d'une formation politique qui a une certaine expérience. Je suis passé par des primaires et un congrès électif. Il n'y a que 2 candidats qui ont une expérience élective et politique dans cette élection. C'est le président sortant, Paul Biya, et moi-même. Et je pense que mon expérience au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau communal et en entreprise me permettent de penser que je suis le mieux placé ou le mieux outillé pour diriger le Cameroun après cette élection. Joshua aussi, vous promettez le changement, mais est-ce que beaucoup de Camerounais qui ont peur d'une certaine aventure ne vont pas préférer la stabilité avec Paul Biya ? Je pense qu'entre l'opportunité et la stabilité dans la médiocrité, il n'y a pas vraiment match. Et face à cette léthargie plutôt que cette stabilité, je pense que quand vous mettez
mettez les deux face à face, vous choisissez toujours l'opportunité. Joshua aussi, vous annoncez que si vous êtes élu, vous multiplierez le salaire minimum par 5. Mais n'est-ce pas irréaliste? Comment vous allez financer cette mesure sur le plan budgétaire? Alors, sur le plan budgétaire, il n'y a absolument aucun problème parce que il ne s'agit pas uniquement des salaires de l'État, mais il s'agit des salaires de tous les Camerounais. Quand vous demandez aujourd'hui à un parent si il accepterait que son enfant travaille pour 36 000 francs par mois, ça fait un peu plus de 50 € par mois. C'est ça le salaire minimum aujourd'hui au Cameroun. Un pays immensément riche et qui est tout simplement mal géré. Il n'y a personne qui accepte. Je suis vice-président de la commission des finances et du budget. J'ai une petite idée des chiffres de ce pays et je peux vous garantir qu'il n'y a absolument aucun problème d'augmenter le salaire minimum à 160 000 francs CFA au bout de 5 ans, progressivement, pour pouvoir arriver le Cameroun au niveau de la sous-région. Nous avons le salaire minimum le plus bas de la sous-région et vous ne pouvez pas aspirer à diriger un pays quand le pouvoir d'achat est aussi bas. Et ce que je crée, in fine, c'est de la consommation pour relancer les investissements, pour créer du travail pour les jeunes. Demain, ces millions de jeunes Camerounais qui n'ont aucun espoir, qui sont perdus entre Boko Haram et des ambitions sécessionnistes pourront finalement retrouver espoir et commencer à croire en un pays qui leur donne la capacité de fonder une famille, d'avoir une vie paisible. Dans l'Ouest anglophone, le pouvoir veut réinstaller les fonctionnaires qui ont abandonné leur poste. Il promet un scrutin apaisé. Est-ce que vous y croyez? J'y crois pas du tout et je pense que c'est suicidaire de renvoyer des fonctionnaires qui n'ont pas abandonné les postes mais qui sont des déplacés internes suite à la situation catastrophique dans ces régions et la responsabilité de ce qui se passe dans ces deux régions incombe au gouvernement camerounais et à son chef, M. Paul Biya. Il a été incapable d'apporter des solutions de gouvernance pour apaiser la situation. Il a plutôt appelé à la violence et maintenant nous sommes dans une spirale de violence qui semble devenir infernale et je pense que la seule façon d'arrêter cette violence, c'est de faire partir M. Biya le 7 octobre prochain. Et pour ce faire, il faudrait qu'on arrive à choisir un candidat qui a des solutions pour ce problème à travers un système fédéral qui donne à toutes les régions camerounaises la possibilité de finalement lancer son développement, de finalement financer son développement local pour qu'on n'ait pas peur d'utiliser la force même de cette diversité pour notre projet commun à tous, pour notre projet national. Dans l'opposition, vous n'êtes pas le seul candidat. Que répondez-vous à ceux qui disent par exemple que Maurice Kamto est le seul à avoir une stature de chef d'État? J'ai un adversaire dans cette élection, c'est le président sortant et il y a des concurrents. Je ne m'occupe pas des autres candidats. Nous savons en ce moment déjà, sur la base des recherches que nous avons obtenues, que le parti de M. Biya, la candidature de M. Biya ne sera probablement pas la deuxième, mais prendra plutôt la troisième place au sortir de cette élection. Et donc, les 7 autres partis politiques peuvent se battre pour prendre cette deuxième place, pour jouer le rôle de leader de l'opposition après notre victoire. Et qui vous paraît le mieux placé pour arriver deuxième derrière vous? Vous pensez plutôt à Maurice Kamto, à Keremouna ou à un autre? Écoutez, mon choix serait qu'il y ait une véritable transition générationnelle, comme nous l'avons réussi au sein de notre parti, et que ce soit plutôt un candidat jeune qu'un pur produit du système actuel. Il y a des candidats en course qui, malheureusement, sont des purs produits du système, qui ont financé leur position politique par rapport aux rentes obtenues dans le système actuel et qui osent utiliser l'argent de M. Biya pour combattre M. Biya. Et je pense qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on est candidat et qu'on n'est pas candidat du RDPC qu'on est forcément de l'opposition. Donc il est important de comprendre que ceux qui ont juste changé d'habit pour se présenter ne représentent pas ce changement, cette aspiration profonde des Camerounaises et des Camerounais. Quand vous parlez de ceux qui ont changé d'habit, vous pensez à un certain ancien ministre délégué à la justice? Ils sont nombreux, Monsieur Boisbouvier, ils sont nombreux qui ont changé d'habit et ils se reconnaissent. Joshua aussi, merci. Bonjour, bienvenue sur Gabon numéro 1. Sur l'émission Santé en question. Le sujet du jour. L'impact du stress sur la santé. Le stress serait la cause de plus de 60% des consultations chez le médecin. Il touche un public très large, quel que soit l'âge et le niveau social. Le stress devient inquiétant lorsqu'il persiste car il peut devenir dangereux pour la santé.
Que se passe-t-il dans l'organisme en situation de stress? Selon l'endocrinologue Hans Selye, le stress est une réponse normale d'adaptation de l'organisme aux contraintes et aux agressions qu'il subit. Il déclenche une succession de réactions qui permettent à l'organisme de gérer la situation et de réguler le stress causé par cet événement déclencheur. Le processus du stress comprend 2 phases. La phase d'alarme, l'organisme réagit à cette attaque en stimulant les glandes surrénales afin qu'elles libèrent de l'adrénaline et que le corps puisse réagir immédiatement. Le rythme cardiaque et la tension artérielle augmentent, certains muscles se contractent et du glucose est libéré dans le sang. La phase de résistance, l'organisme libère ensuite d'autres hormones, dont le cortisol, hormone qui intervient dans la régulation de la tension artérielle, de la fonction cardiovasculaire, de la fonction immunitaire, la dopamine, égale hormone du plaisir, des endorphines, égale hormone du bien-être, la sérotonine, égale hormone du sommeil et de l'apaisement. Une fois la situation stressante apaisée et contrôlée, une réaction de détente s'enclenche. Après une période de repos, l'organisme retourne à son métabolisme naturel. Quand le stress rend malade. Il arrive parfois que la situation stressante dure plus longtemps ou qu'elle se reproduise fréquemment. L'organisme entre alors dans la 3e phase, la phase d'épuisement. Les hormones produites afin de gérer les situations stressantes sont produites quasi continuellement, ce qui coûte à l'organisme une énergie bien trop importante. L'excès de cortisol bloque la production de nouveaux neurones dans l'hippocampe, région du cerveau qui agit sur l'humeur, ce qui pourrait mener à la dépression. Un stress trop important serait à l'origine de certaines défaillances du système immunitaire. De plus, le stress serait responsable de nombreux maux comme certaines infections cutanées, l'insomnie, ou l'aménorrhée. Il aggraverait également certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète de type 2 et le cancer. Stress et maladies cardiovasculaires. Des chercheurs américains, le Dr Friedman et le Dr Rosenman, se sont intéressés à la façon dont la personnalité des individus influe sur leur gestion du stress. Ils ont identifié 2 personnalités types, les personnes de type A et les personnes de type B. Les individus de type A risqueraient de souffrir des effets néfastes du stress car ils sont impatients, travailleurs, agressifs et ambitieux. À l'inverse, les personnes de type B seraient beaucoup plus optimistes et décontractées. Les personnes de type A auraient 6 fois plus de risques de souffrir de problèmes cardiaques que les personnes de type B. Le stress ferait vieillir. Les hormones sécrétées lors d'une situation stressante laissent des traces dans l'organisme. Ces déchets se déposent sur les artères, les articulations, la peau et favorisent le vieillissement des tissus. Le stress génère des radicaux libres, égale composés instables formés d'oxygène, et augmente le dommage oxydatif, c'est-à-dire le vieillissement et la mort des cellules. Merci d'avoir suivi cette émission, à la prochaine. Au Gabon, le remplaçant de l'ancien sélectionneur des Panthères, Antonio Camacho, devrait être pour bientôt. La Fédération gabonaise de football et le ministre des Sports se sont alors penchés sur la question et dans les prochaines heures, le nom du nouvel entraîneur de l'équipe nationale sera dévoilé. Le ministre de tutelle est au micro d'Ismaël Obianzé. Le départ de Camacho ne règle pas tous les problèmes du football gabonais et encore moins les problèmes de l'équipe nationale des Panthères du Gabon. Il faut aussi regarder la question de l'ensemble d'encadrement, le staff technique, et là aussi les lignes doivent bouger et chacun doit s'attendre à ce que des décisions concernant le staff technique soient renforcées et prises le plus tôt possible. Nous sommes en train de regarder et il y a urgence. Les Panthères sont aujourd'hui, et nous tous avec dos au mur, comme je l'ai déjà indiqué, nous devons absolument nous qualifier pour le Cameroun. Et le prochain match à Libreville, c'est dans moins de 4 semaines. Il faut donc qu'il y ait un nouveau staff technique, qu'il y ait un nouvel encadrement pour que les joueurs puissent se retrouver et que nous puissions nous qualifier pour le Cameroun. Le nouveau directeur de Gabon Télévision est un ancien de